La meilleure version de toi-même. Ce qu'on entend partout. Il y a une phrase que tu as sûrement entendue. Peut-être sur Instagram, entre deux publicités. Peut-être dans un livre, acheté un soir de fatigue, avec l'espoir que quelque chose change. Peut-être dans la bouche d'un coach qui te souriait depuis une vidéo bien éclairée, bien montée, avec une musique douce en fond. Deviens la meilleure version de toi-même. 5 mots, une promesse, un horizon. Et la première fois que tu l'as entendu, soyons honnêtes, quelque chose a peut-être résonné. Pas forcément de l'enthousiasme, peut-être juste une sensation vague que oui, il y a quelque chose à faire. Que tu pourrais être autrement, que ta vie pourrait prendre une forme différente. Je ne vais pas te dire que tu avais tort de ressentir ça. Je ne suis pas là pour me moquer de ceux qui cherchent, ni pour condamner les gens qui prononcent cette phrase avec une sincérité réelle. Certains le font avec de bonnes intentions. Certains y croient vraiment. Et certains, en l'entendant, ont effectivement trouvé quelque chose. Un élan, une direction, une raison de bouger. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on la regarde autrement. Qu'on la retourne entre les mains comme on retourne un objet qu'on a toujours vu sans vraiment l'examiner. Qu'on se demande ce qu'elle contient vraiment, ce qu'elle suppose, ce qu'elle efface. Parce que je crois, et c'est ce que je vais essayer de te montrer, que cette phrase, derrière sa bienveillance apparente, porte quelque chose de profondément problématique. Quelque chose qui ne blesse pas avec éclat, mais qui travaille en silence, qui installe une certaine façon de se regarder soi-même, une façon qui, pour beaucoup de gens, fait plus de mal que de bien. Anatomie d'une phrase bien construite. Commençons par comprendre pourquoi elle séduit. Parce qu'elle est bien construite, vraiment. Si on la dissèque, on voit qu'elle réussit plusieurs choses à la fois. D'abord, elle te donne de l'importance. Ce n'est pas « fais des efforts » ou « corrige tes défauts ». Non, elle parle de toi, de ta version, comme si tu étais un être unique avec un potentiel singulier. Il y a quelque chose de flatteur là-dedans. Ensuite, elle est douce dans la forme. Elle n'accuse pas, elle n'ordonne pas. Elle invite. Le mot « devient » suggère un mouvement naturel, presque organique, comme si tu allais dans le sens de ta propre nature en l'écoutant. Et puis, elle est vague. Volontairement, je pense. La meilleure version. De quoi? Sur quels critères? Définie par qui? La phrase ne répond jamais à ces questions. Et cette vagueness est une force, pas une faiblesse, parce qu'elle te laisse projeter dessus ce que tu veux. Elle devient le miroir de ton propre désir de changement. C'est du très bon travail rhétorique. Le problème, c'est que sous cette construction soignée se cachent plusieurs présupposés. Des présupposés qu'on n'a jamais vraiment accepté d'examiner, parce qu'on était trop occupé à désirer ce qu'elle promettait. Le premier présupposé. Tu es insuffisant. Le mot-clé de la phrase, c'est « meilleur ». Meilleur de quoi? La réponse est implicite, mais elle est là, inévitable. Meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Et c'est là que quelque chose se glisse sans qu'on le voie. Sans te demander ton avis, sans connaître ton histoire, sans savoir ce que tu traverses, ni ce que tu as traversé, la phrase pose un diagnostic. Elle dit « l'état présent est insuffisant ». Elle installe une hiérarchie entre un toi d'aujourd'hui, imparfait, en retard, perfectible, et un toi hypothétique du futur, accompli, équilibré, enfin arrivé quelque part. Ce n'est pas de l'encouragement, c'est un jugement emballé dans du papier cadeau.
Et ce qui rend ce jugement particulièrement pernicieux, c'est qu'il est universel. La phrase ne sait pas à qui elle parle. Elle s'adresse à tout le monde avec la même indifférence polie. Elle ne sait pas si tu sors d'une dépression qui a duré 2 ans, elle ne sait pas si tu viens de perdre quelqu'un, elle ne sait pas ce qu'il t'a coûté de traverser ce que tu as traversé, elle ne sait pas si tenir debout ce matin représentait déjà un acte de courage que personne ne verra jamais. Elle te dit quand même, avec le sourire, tu peux mieux faire. Ce que Kierkegaard aurait dit. Il y a un philosophe du XIXe siècle qui s'appelait Søren Kierkegaard, danois, solitaire, profondément insatisfait de l'époque dans laquelle il vivait. Une époque qui, comme la nôtre, aimait les systèmes, les méthodes, les grandes idées générales censées s'appliquer à tout le monde. Kierkegaard résistait à une seule chose avec une obstination presque maladive, qu'on réduise un individu à une abstraction. Pour lui, l'existence précède toujours la définition. Tu es quelqu'un de singulier, d'irréductible, de profondément situé, dans un corps, dans une histoire, dans un moment précis. Et toute philosophie, toute injonction, tout système qui oublie cette singularité-là trahit ce qu'est réellement l'être humain. Ce que fait la phrase « deviens la meilleure version de toi-même », c'est exactement ce contre quoi Kierkegaard se battait. Elle prend une personne concrète, toi, avec tes contradictions, tes blessures, tes journées difficiles, tes matins où tu ne reconnais pas bien ton propre visage, et elle la transforme en projet abstrait. Elle ne te voit pas, elle voit une trajectoire, elle ne voit pas où tu en es, elle voit où tu devrais aller. Et cette différence entre te voir et voir ta trajectoire est immense, parce que quand quelqu'un te voit vraiment, quelque chose se passe, une reconnaissance, un espace, une possibilité de mouvement qui vient de l'intérieur, pas d'une injonction extérieure. Quand on ne te voit que comme trajectoire, tu deviens un chantier, et les chantiers, par définition, ne sont jamais finis. Le deuxième présupposé, il existe une version correcte. Mais il y a un autre mot dans cette phrase que j'aimerais qu'on regarde. Version. Version, comme une mise à jour, comme un logiciel qu'on améliore par itération. La version 1.0 était instable, pleine d'erreurs, la 2.0 tourne mieux, la 3.0 sera enfin optimisée. Ces mots ne sont pas neutres. Ils disent quelque chose sur la façon dont notre époque conçoit l'être humain. Ils le transforment en produit, en interface, en quelque chose qu'on peut améliorer avec les bons outils, les bonnes habitudes, la bonne routine matinale. Et quelque part, sans qu'on s'en rende compte, on a accepté cette métaphore. Le lexique entier du développement personnel est un lexique d'ingénieur. On se construit, on travaille sur soi, on upgrade ses croyances, on reprogramme son cerveau, on optimise son mindset. Ces mots ne sont pas innocents. Ils transportent une vision du monde, celle d'un être humain qui fonctionne comme une machine, avec des parties défectueuses à réparer, des paramètres à ajuster, un rendement à améliorer. Mais tu n'es pas une machine. Tu n'as pas de code source qu'on peut réécrire proprement. Tu as une histoire, tu as des mémoires qui ont un jour eu du sens, même si aujourd'hui elles te semblent incompréhensibles. Tu as des peurs qui ne sont pas des bugs, ce sont des mémoires. Et ces choses-là ne se versionnent pas. Elles se traversent, elles se comprennent, elles s'intègrent parfois, lentement, imparfaitement. Ce n'est pas la même chose qu'une mise à jour. Ce que ça fait, concrètement, aux vraies personnes. Sortons de la philosophie une minute. Parlons de ce qui se passe réellement. Il y a plusieurs façons dont cette phrase travaille contre les gens, et elles dépendent de qui la reçoit. Il y a ceux qui s'emballent, puis tombent. Ils lisent la phrase, ils sentent quelque chose s'allumer. Ils achètent le livre, ils suivent le compte, ils commencent le programme. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, quelque chose change. Et puis la vie reprend ses droits. Une difficulté surgit, une vieille habitude revient, un doute s'installe. Et ce qui reste, ce n'est pas simplement la déception d'un projet abandonné. C'est quelque chose de plus profond et de plus douloureux.
le sentiment d'avoir encore échoué à devenir ce qu'on aurait dû être. La phrase ne les a pas aidés à comprendre pourquoi ils ont décroché. Elle leur a juste fourni une nouvelle étalon à quel se mesurer, et sur lequel ils ont, une fois de plus, trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Il y a ceux qui courent sans jamais arriver. Ce sont peut-être les plus nombreux. Ils ont intégré la logique de la meilleure version. Ils progressent, ils s'améliorent objectivement. Mais leur horizon recule toujours, parce que la meilleure version est par définition inatteignable. Dès qu'on l'approche, elle se redéfinit. Il y a toujours une prochaine chose à travailler, un prochain niveau à atteindre, une prochaine habitude à intégrer. Ces gens-là ne souffrent pas d'un manque d'effort. Ils souffrent de ne jamais pouvoir poser les armes, de ne jamais pouvoir se dire « là, maintenant, je suis bien ». La phrase leur a appris à toujours regarder devant, et ils ont perdu la capacité de s'arrêter. Et puis, il y a les autres. Ceux dont je voudrais parler le plus longuement, parce que ce sont les plus silencieux. Ceux dont la vie a été si difficile, si marquée, si chargée que l'énergie a été entièrement dépensée à survivre, pas à progresser, pas à s'améliorer, à rester debout. Ceux qui ont traversé des violences, des deuils, des maladies, des ruptures qui ont tout réorganisé. Ceux qui ont grandi dans des contextes où personne ne leur a jamais expliqué qu'ils avaient le droit à autre chose. À ces gens-là, la phrase dit « tu pourrais être meilleur ». Et ça, c'est une violence douce, une violence invisible, mais une violence quand même. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'il a coûté simplement d'être là. Elle ne reconnaît pas le courage qu'il faut parfois pour traverser une journée ordinaire quand l'intérieur n'est pas ordinaire du tout. Le piège de l'universalité. Ce qui me frappe le plus dans cette phrase, c'est son absence totale de contexte. Elle s'applique à tout le monde, et c'est précisément son problème. Une phrase qui s'applique à tout le monde ne voit personne. Dans la tradition stoïcienne, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, il y avait une idée fondamentale. La connaissance de soi précède toute transformation. On ne change pas ce qu'on n'a pas d'abord observé. On ne comprend pas ses réactions avant d'avoir regardé d'où elles viennent. Le travail intérieur commence par une honnêteté radicale sur ce qu'on est, pas sur ce qu'on voudrait être. Épictète, qui était esclave avant d'être philosophe, savait mieux que quiconque que le point de départ n'est pas le même pour tout le monde, et que la sagesse, pour lui, ne consistait pas à devenir meilleur selon un standard extérieur. Elle consistait à comprendre ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas, et à agir avec lucidité dans cet espace-là, quel que soit le contexte. C'est une approche infiniment plus honnête, parce qu'elle part de la réalité, pas d'un idéal. La phrase « deviens la meilleure version de toi-même » fait l'inverse. Elle part d'un idéal, flou, universel, non défini, et te demande de t'y conformer, sans jamais te demander d'où tu pars, sans jamais reconnaître le poids de ce que tu portes déjà. Le mot qu'on n'utilise jamais. Le conditionnement. Il y a un mot que le développement personnel évite soigneusement. Un mot qui rendrait toute la mécanique bien plus compliquée, bien moins vendable. Ce mot, c'est conditionnement. Tu n'es pas une feuille blanche qui a simplement mal géré ses choix. Tu es le produit d'une histoire, familiale, sociale, culturelle, linguistique. Tu as appris à te percevoir d'une certaine façon, à réagir d'une certaine façon, à définir ce qui est dangereux ou sûr, ce qui est acceptable ou honteux, ce qui mérite d'être montré ou caché. Ce conditionnement n'est pas une faiblesse, c'est une formation. Il t'a aidé à survivre dans un contexte précis, il a eu du sens. Mais si on ne le reconnaît pas, si on fait comme s'il n'existait pas, alors tous les efforts pour devenir meilleur vont se heurter à lui. Pas parce qu'on manque de volonté, mais parce qu'on essaie de changer la surface sans jamais avoir touché la structure. C'est comme vouloir repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont fissurées. Le résultat sera beau pendant un moment, et puis quelque chose lâchera encore de la même façon qu'avant. Le conditionnement ne se surmonte pas par l'injonction. Il se voit, il se nomme, il comprend dans sa logique propre. Et ce travail-là est lent, il est inconfortable. Il ne ressemble pas à de la progression, il ressemble parfois à de la régression, parce qu'on remonte vers des choses qu'on préférait ne pas regarder. Mais c'est le seul travail qui change quelque chose en profondeur. Ce que la psychologie observe. Ce n'est pas seulement une intuition philosophique. La psychologie contemporaine
confirme ce que les stoïciens et Kierkegaard pressentaient. Il existe un concept développé par le psychologue Carl Rogers, l'un des fondateurs de la psychologie humaniste, qu'il appelait l'acceptation inconditionnelle positive. L'idée centrale est la suivante. Le changement authentique ne vient pas de la pression ou du jugement, mais de la reconnaissance. Quand quelqu'un se sent vraiment vu, vraiment entendu, sans condition, sans injonction à être autrement, c'est là que quelque chose peut bouger. Pas parce qu'il se sent poussé vers un idéal, mais parce qu'il se sent suffisamment en sécurité pour s'approcher de ce qu'il évitait de regarder. Le psychanalyste Donald Winnicott, lui, parlait de l'espace transitionnel, cet espace entre ce qu'on est et ce qu'on pourrait être, qui ne peut exister que si le présent est d'abord reconnu comme réel, comme légitime, comme valide. Ce que la phrase « devient la meilleure version de toi-même » détruit, c'est précisément cet espace. Elle saute directement à ce qu'on devrait être, sans jamais s'arrêter sur ce qu'on est. Et en faisant ça, elle coupe le chemin avant même qu'il commence. La question qu'on évite. Je pense que cette phrase est si répandue et si rarement questionnée parce qu'elle permet d'éviter une question bien plus difficile. La vraie question n'est pas « comment devenir meilleur ?». La vraie question est « qui a décidé que tu ne l'étais pas assez ?» Et cette question-là est inconfortable, parce qu'elle oblige à regarder la façon dont on s'est construit. Les messages qu'on a reçus sur soi-même très tôt de personnes qui avaient du pouvoir sur nous, les définitions de réussi, de bien, de suffisant, qu'on a intégrées sans jamais les choisir. Elle oblige aussi à regarder la pression sociale qui entoure l'idée de s'améliorer, une pression qui n'est pas politiquement neutre, qui dit en creux « si ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être, c'est ta responsabilité individuelle. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas l'histoire, c'est toi qui n'as pas assez travaillé sur toi-même. » Ce glissement-là, de la réalité structurelle à la responsabilité individuelle, est l'un des mouvements idéologiques les plus puissants de notre époque. Et le développement personnel, dans sa version la plus simpliste, en est l'un des vecteurs les plus efficaces. Ce qu'on pourrait dire à la place. Je ne vais pas te donner une formule, ce serait retomber dans le même piège, mais il y a une posture qui me semble infiniment plus honnête que l'injonction à la performance. C'est la posture de la compréhension avant le mouvement. Avant de te demander qui tu veux être, demande-toi qui est-ce que je suis, vraiment, et d'où vient ce que je suis. Pas pour t'y enfermer, pas pour t'en excuser, mais pour que le mouvement, si mouvement il y a, parte d'un endroit réel plutôt que d'une image idéale. Il y a une différence fondamentale entre bouger parce qu'on se sent insuffisant et bouger parce qu'on s'est compris. Dans le premier cas, le moteur est la honte. Dans le second, c'est la clarté. La honte produit des efforts, la clarté produit des transformations. Et la clarté commence toujours par le même acte, se regarder sans jugement. Non pas pour approuver tout ce qu'on voit, mais pour le voir vraiment, pour lui donner un nom, pour comprendre sa logique, même quand cette logique nous dérange. C'est un travail qui prend du temps, qui n'a pas de méthode universelle, qui ne ressemble pas à une progression visible, qui ne se vend pas facilement en 5 étapes, mais c'est le seul qui tient dans la durée. Alors, la prochaine fois que tu entendras cette phrase, et tu l'entendras encore parce qu'elle est partout, je ne te demande pas de la rejeter, je ne te demande pas de corriger celui qui la prononce, je te demande juste une chose, de remarquer ce qu'elle fait en toi. Est-ce qu'elle t'ouvre quelque chose? Est-ce qu'elle crée de l'espace, de la curiosité, une envie douce de te connaître mieux? Ou est-ce qu'elle installe, sans le dire, la conviction que tu n'es pas encore assez, que quelque chose en toi est en retard, en défaut, à réparer? Parce que ces deux sensations ne mènent pas au même endroit, et la différence entre elles, cette différence-là, vaut la peine d'être remarquée. Tu n'as pas à devenir la meilleure version de toi-même, tu as à te comprendre, assez honnêtement pour voir ce qui te retient, assez courageusement pour regarder d'où ça vient, et assez lucidement pour décider, vraiment décider, pas par culpabilité, pas par honte, ce que tu veux faire de ce que tu as trouvé. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une méthode, c'est juste un chemin.
Et ce chemin commence toujours au même endroit, là où tu es.